Et bonsoir à tous. Il est donc 18h41, on va ouvrir la séance du conseil. Aujourd'hui un conseil municipal important puisque c'est le conseil qui va majoritairement, essentiellement parler du PLU et de son arrêt, selon l'expression juridique consacrée. Avant cela, nous allons vérifier le quorum. Donc le quorum est nécessaire pour la séance, toutes les séances du conseil municipal. Il est donc de 10 conseillers physiques, je le redis parce qu'on se pose souvent la question, il faut que les 10 conseillers soient physiquement présents et ensuite bien sûr les pouvoirs qui seront donnés aux conseillers présents augmenteront le nombre de votes au moment des délibérations. Je vais donc procéder à l'appel des conseillers municipaux pour nous assurer donc de la présence physique d'au moins 10 élus. Justin Arnaud est absent, Amandine Boutan Présente. Romain Coquille. Présent. Abraham Chivalaï. Présent. Elisabeth Darac. Présente. Manuel Davio. Présent. Présent. Stéphane Deneux. Présent. Noélie Dieu de Laurier, a priori est absente. Elle ne nous a pas signifié qu'elle serait absente. A priori, elle n'est pas là. Si elle arrive en cours, on verra. Sophie Duperron. Présente. Sonia Guillory-Labuzan, présente. Maxime Larondel est absent. Et excusé. Catherine Ledagre est absente, excusée, et donne le pouvoir à Céline Nabia-Cerise. Est-ce que Maxime a donné son pouvoir? Donc Maxime Larondel a donné pouvoir à Stéphane Deneux. Catherine Ledagre a donné pouvoir à Céline Nabia-Cerise. Vanessa Leroy est présente. Céline Nabila-Cerise, non. Présente. Céline Chrétien-Nabila est présente. Ça va vite. On marie à toujours une cerise dans la main. C'est vrai. On marie beaucoup dans cette commune. Rose Pedrera Afonso est présente. Sonia Rabot est absente et a donné pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophia Rick est absente. Christophe Trottin est absent, excusé, et a donné son pouvoir à Vanessa Leroy. Samir Youssouf Ibrahim est absent, excusé, a donné son pouvoir à Amandine Boutin. Oui. Donc, je fasse le nombre de conseillers physiques présents. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et moi ça fait 11. Donc on a le quorum, on a dépassé le quorum. On a donc 5 conseillers, 6 conseillers excusés qui ont donné les pouvoirs, c'est ça? Ou 5? 5, pardon. Et 3 conseillers absents. Le quorum est atteint et la séance peut donc se tenir. On va procéder à la nomination d'une secrétaire de séance, si elle le veut bien. Sonia aime beaucoup se dévouer pour ça. C'est un rôle important, attention. Et ensuite, on va procéder à la signature du PV du précédent conseil municipal. Donc, je vais vous laisser faire circuler ce PV. Pendant ce temps-là, je vais commencer mon petit discours d'introduction. Oui, petit, il n'en a que le nom. Donc, ce soir, nous allons entériner un projet qui impactera l'avenir de la commune pour les 10 prochaines années. Nous avons beaucoup communiqué sur ce travail parce que nous avons souhaité que les habitants comprennent que ce projet n'est pas purement technique. L'urbanisme, c'est bien plus que des règles parfois complexes, voire incompréhensibles, qu'il faut connaître pour déposer son permis de construire. L'urbanisme, c'est se poser la question de la qualité de vie pour les habitants, ceux présents depuis des générations parfois, mais aussi ceux que l'on appelle les nouveaux arrivants. L'urbanisme a une histoire, il n'est pas nouveau. Alors je vous rassure, je ne vais pas partir de Napoléon jusqu'à nos jours, même si c'est très intéressant l'urbanisme dans l'histoire. Mais en tout cas, il a pris un tournant très important à l'ère industrielle où on a commencé à se poser la question de ces villes qui émergeaient, qui sortaient de terre parce qu'il fallait loger les ouvriers proches des usines et où on a commencé à penser ces espaces avec tous les usages qu'il fallait pour ces nouveaux rythmes de vie. On a pensé aux déplacements, aux accès au travail, à l'éducation, aux loisirs. Et c'est toujours les mêmes enjeux qu'on traite encore maintenant, avec ajouté des enjeux plus actuels. On parle de l'environnement et d'autres sujets comme ça. Alors bien sûr, vous me direz, pour autant, ce ne sont pas les règles d'urbanisme
qui règle tous les projets de la vie, tous les problèmes de la vie quotidienne, que ce soit les transports, la sécurité routière, en passant par les commerces, les services médicaux, ou bien même la préservation de notre agriculture, qui est d'ailleurs majoritairement de la viticulture, ou bien même les défis environnementaux que pose notre époque. Alors non, pas directement en effet. Mais il y a quand même des aspects qui sont traités dans ce règlement et qui ont des conséquences directes ou indirectes sur l'amélioration du cadre de vie. Parce que sinon, on pourrait se poser la question de l'intérêt de changer ce règlement, parce que le règlement d'urbanisme actuel, qui est donc la carte communale, servirait déjà à gérer effectivement la constructibilité. La carte communale, c'est très simple, une zone est constructible, on construit, une zone est inconstructible, on ne construit pas. Point. En effet, les règles d'urbanisme plus complexes comme les règles du PLU, qui existent depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau. Pour nous, c'est nouveau à Cambre, mais je peux vous dire, pour en discuter encore hier, je croisais quelques homologues sur des réunions extérieures à nos territoires, où quand je disais que j'allais demain passer en délibération l'arrêt du PLU, on me faisait redire, parce que pour la plupart des maires, en ce moment, de grands sujets se posent qui font qu'on doit réviser les PLU, voire faire des PLUI, qui serait, à mon avis, le meilleur moyen de traiter notre problème qui n'est pas que territorial et pas que cambais. Et quand je dis non, moi je viens d'une carte communale et quand on va passer en PLU, on ouvre grand les yeux en disant mais quand même, c'est quand même une zone qui est très périurbaine, qui a une attractivité énorme. Enfin, on le sait qu'on subit la métropole et son attractivité, et ça paraît vraiment étonnant qu'on ne soit qu'à la carte communale. Donc le PLU, c'est donc pas un règlement nouveau, c'est pas un outil nouveau. Mais les PLU permettent quand même des leviers importants pour favoriser donc, les nombreux domaines dont je viens de vous parler. Typiquement, les quartiers du Haut de Cambre, qui n'étaient encore que des champs il y a une vingtaine, une trentaine d'années, auraient dû être traités avec un peu plus d'anticipation. On aurait pu se poser la question, au-delà de la division parcellaire, de où placer de nouvelles routes, comment élargir celles qui sont déjà existantes, comment calibrer les réseaux, où faire passer des lignes de bus, où positionner des arrêts, comment définir des chemins piétons, où positionner des pistes cyclables, où imaginer des espaces publics. Bref, créer un cadre de vie à partir de rien. C'est à ça que sert le PLU. Dans le bourg, c'est le dynamisme économique qui aurait pu être protégé. Le PLU permet de préserver les rez-de-chaussée commerciaux, par exemple. Le bourg qui a également le potentiel pour sécuriser ses visiteurs par des parkings et des voiries de desserte adaptées. Parce que justement, en parlant de stationnement, c'est un vrai sujet qui revient souvent sur la table en réunion des élus. Le PLU permet justement d'imposer par exemple des places de stationnement dans les parcelles privées lors de nouvelles constructions, afin de s'éviter cet engorgement qu'on constate, ces stationnements anarchiques, gênants, voire dangereux, un peu partout sur la commune, pas que sur le bourg d'ailleurs. Pour l'environnement, les leviers du PLU sont importants. La gestion des eaux de pluie à la parcelle, bien sûr, le minimum d'espace plein de terre qui peuvent permettre, en tout cas ces deux notions-là peuvent permettre d'endiguer un peu le problème des inondations par ruissellement, qui sont importantes aussi bien sur le haut et encore plus sur le bas, bien sûr. C'est aussi un moyen d'inciter chacun à planter des arbres, des buissons, et donc de faire sa petite part en matière de maintien de la biodiversité. Le PLU, pour les enjeux environnementaux, il permet aussi de limiter la constructibilité, notamment parce qu'il nous faut prendre en compte la ressource de l'eau qui s'amenuise. Tout ça, on en parlait tout à l'heure rapidement et on en a beaucoup parlé, mais c'est un vrai sujet, cette ressource de l'eau. Enfin, sur le sujet du cadre de vie, eh bien, le PLU permet aussi de s'interroger sur l'impact des constructions sur l'espace public et aussi leur intégration au patrimoine architectural et paysager de la commune. En conclusion, le PLU permet de répondre aux questions suivantes qui sont: comment faire évoluer ce village? Comment le dynamiser grâce à l'arrivée de nouvelles familles? Grâce à l'arrivée de nouvelles familles, mais comment aussi bien installer ces nouvelles familles, sans pour autant perdre l'identité de son cadre de vie. Ce cadre de vie, si typique de l'entre-deux-mers, que ces nouvelles familles viennent justement chercher. Voilà pourquoi le PLU est un sujet central et pourquoi il a mis tant de temps à aboutir. Et voilà pourquoi également il arrive un peu tard dans l'histoire de la commune, il faut s'avouer. Et oui, parce que, comme vous allez le constater, tous les espaces ouverts à l'urbanisme ont été utilisés. Et aucun autre espace naturel, agricole ou forestier ne deviendra constructible. Ce sont des prescriptions de l'État, traduites par le CISDO, donc ce syndicat qui est en charge
de créer un schéma de cohérence territoriale sur l'aire métropolitaine dont on fait partie. Et donc c'est ce qui a été produit comme cartographie par ce CISDO ont dû être évidemment intégrés à notre PLU. Voilà pourquoi, comme nous l'avons souvent dit, ce PLU c'est surtout un PLU de réparation. On va faire avec ce qu'on a et on va essayer petit à petit, avec les règlements que l'on pose, on va essayer de limiter ce qui est en train d'arriver, notamment la division parcellaire, le manque de gestion des eaux de pluie, la trop forte imperméabilisation des sols, etc. Ce PLU va surtout nous permettre de calmer, donc, comme je vous disais, le développement urbain qui n'est plus du tout en adéquation avec nos services publics et qui ne nous permet plus d'accueillir correctement nos concitoyens. Voilà à peu près, on ira un peu plus peut-être sur certains détails en regardant cette cartographie qui est affichée. Aujourd'hui, en tout cas, nous arrêtons le PLU, selon le terme juridique consacré, comme je vous disais. Cela signifie, arrêter un PLU, ça signifie que nous avons terminé son élaboration. Et justement, ce travail d'élaboration, nous l'avons fait accompagné du bureau d'études Métropolis, qui est représenté aujourd'hui par M. Dupuis. J'ai mis du temps, mais vous voyez, ça y est, je vous introduis à la réunion. Et donc, on vous remercie vivement pour l'accompagnement que vous avez eu auprès des élus pour travailler sur tous les aspects. Ils sont nombreux qui doivent être inclus dans les projets de PLU. Ce projet est donc maintenant terminé. Il va être envoyé aux personnes publiques associées, encore un terme technique qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais ce sont les instances qui portent des enjeux elles aussi. Et ces enjeux, nous avons dû les intégrer à la cartographie. Alors les instances, je parle notamment bien sûr des services de l'État, je parle donc au travers des services de la DDTM, je parle des chambres d'agriculture, de la viticulture, de nombreux, des services du département, etc. Ah oui, d'accord, donc tu seras celle qui fera attention que ça ne s'éteint pas autour de nous. Voilà, donc en tout cas, ce document que nous arrêtons aujourd'hui pour reprendre le sujet, nous allons donc l'envoyer à toutes ces personnes publiques associées. Elles ont 3 mois pour je cherche mes mots, pour s'exprimer sur le document. Donc elles peuvent demander quelques ajustements, faire des remarques, etc. Au bout des 3 mois, ce sont 3 mois incompressibles, devrait démarrer l'enquête publique. Donc l'enquête publique, elle est réalisée par un enquêteur public que nous allons solliciter en envoyant un courrier au tribunal administratif pour qu'on soit tout à fait dans les temps. On ne veut absolument ne pas perdre aucun temps. Et cet enquêteur public sera en mairie et là, il recueillera les remarques, les demandes de nos habitants. Donc c'est le moment, cet enquêteur public, c'est une personne neutre qui est là avant tout pour écouter et défendre et entendre les intérêts personnels de nos habitants. À partir de là, il mettra, je crois, 1 mois à peu près, c'est ça, pour rendre finalement son compte-rendu sur ce qu'il a entendu. Et les élus accompagnés de monsieur Dupuis, nous remettrons à l'ouvrage, s'il le faut, pour apporter les différentes remarques qui ont été reçues par toutes ces personnes. Encore une fois, c'est toujours en lien avec la compatibilité et du PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, qui était le premier document que nous avons validé en conseil municipal il y a 2 ans, qui entérinait finalement les grands axes qui devaient être portés par ce PLU. Et aussi, bien sûr, il faudra que ça reste cohérent, compatible avec le projet arrêté ce soir. Voilà, à peu près. Le discours a été un petit peu sur la fin. J'ai voulu abréger, mais je me suis un peu emmêlée. J'ai fait des pinceaux, je sentais que... Voilà. Bon, j'espère avoir été assez claire sur ce sujet. On va commencer le relevé des décisions municipales. Bon, il y en a peu depuis le dernier conseil, puisqu'il était il y a 10 jours. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques ou quoi que ce soit à ce sujet? On a envie de rentrer dans le vif du sujet. L'affaire numéro 1, ce sera la présentation et le vote du bilan de la concertation. Donc c'est une procédure obligatoire aussi. Le bilan de concertation, c'est un document qui va être annexé, qui sera évidemment mis à disposition des habitants. Voilà. Donc c'est un bon... Il y a beaucoup de pages. Et ce bilan de concertation retrace tous les sujets sur lesquels, toutes les actions qui ont été mises en place pour faire participer la population, pour informer la population. Donc, Elisabeth Darac, qui est notre déléguée au PLU et qui a travaillé avec nous sur ce sujet, va pouvoir, avec moi, avec M. Dupuis peut-être, présenter finalement
ceux qui étaient indiqués sur la prescription du PLU, puisque la prescription du PLU qui a été faite en juin 2021. Voilà, sur cette prescription, il y avait des engagements de la commune, et notamment les engagements sur différentes actions à destination de la population pour l'informer et l'impliquer dans ce travail-là. Comme vous pouvez le voir, on a pu documenter tout ce qui a été fait et tout ce qui a été produit depuis 2021. Est-ce que, Elisabeth, je peux te laisser prendre la parole? On rappelle juste les objectifs du coup. Suite à la délibération de juin 2021, on a défini les objectifs pour ce PLU qui sont notamment de maîtriser l'étalement urbain en définissant clairement l'affectation des sols, de programmer une évolution mesurée et contrôlée de la population en prenant en compte la protection du patrimoine et la qualité du cadre de vie, de préserver, de valoriser les paysages et son patrimoine, de valoriser et dynamiser les espaces urbanisés, de protéger et valoriser la biodiversité et les continuités écologiques. Donc après, tout est développé dans le bilan et de conservation qui sera... Et la note de synthèse, j'imagine aussi, qui sera le PV. Ouais. À travers ça, il y avait des prescriptions pour ce PLU qu'on devait absolument remplir, qui étaient alors notamment de donner toutes les informations à travers les articles dans le bulletin municipal, donc ce qui a été fait tout le long, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, un avancement au niveau du PLU, et sur le site web de la mairie également, donc tout ça est retrouvable dans les articles et sur le site. D'organiser 2 réunions publiques qui ont été faites en juin 2023 pour la première et la dernière en janvier. Non, le 10 janvier de cette année 2025. Ça passe vite. D'organiser des balades urbaines, donc il y en a eu 2, 3, donc 2 avec le cabinet d'études Métropolis et 1 avec Hugo Molinier de la communauté de communes. Là, j'ai plus les dates, mais la dernière, c'était... Tout est dans le bilan. Et tout est dans le bilan, voilà. Dossier disponible en mairie, donc ça, c'est le dossier de... C'était surtout s'il y avait des demandes particulières, et tout a été annexé, en effet, dans un dossier disponible en mairie. Toutes les demandes. De mettre à disposition du public un registre destiné aux observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure. Donc, c'est en mairie, ça a toujours été en mairie aux heures, jours ouvrables la possibilité d'écrire à Madame la maire par courrier à l'adresse de la mairie, avec la mention concertation du PLU, la possibilité d'écrire à Madame la maire au courrier électronique à l'adresse mail, je ne sais pas si je la redonne, concertation.plu@com33.fr, si jamais il y a encore des gens qui sont intéressés. La tenue de permanence en mairie aux heures et jours qui seront fixés à l'avance. Et voilà. Oui. Ça. Je rassure aussi beaucoup les personnes qui se sont adressées à la mairie sans mettre concertation PLU. Bon, je rassure tout le monde, tout ce qui avait lien au PLU a bien été enregistré et placé dans le dossier concernant le PLU. Donc effectivement, sur le bilan de concertation, vous avez aussi bien les annonces légales, puisqu'il y a aussi des annonces légales officielles, notamment au moment de la prescription du PLU. Bon, vraiment, c'est intéressant de le parcourir. On a voulu, parce que ça aurait pu être vraiment pour le coup, et je pense à Céline qui m'a dit, effectivement, on peut compter sur le directeur général des services pour en mettre beaucoup. Ça aurait pu être beaucoup plus succinct, beaucoup plus, voilà, juste... C'était un compliment. C'est un compliment. Ça aurait pu être vraiment beaucoup plus formel et juste textuel, avec bien sûr tous les éléments ensuite disponibles en mairie. Nous, on s'est dit que finalement, il valait mieux que le document soit aussi avec les éléments graphiques directement dans le document. Donc normalement, vous avez tout, jusqu'aux captures d'écran, jusqu'à voilà, tout ce qui a été mis en place, les affiches, les parutions sur les différents médias, les retours sur les balades aussi. Voilà, donc normalement, et je pense que c'est même pas encore exhaustif parce que j'ai trouvé d'autres trucs encore après, mais l'essentiel c'est qu'on est nous après effectivement en mairie, archiver tous les documents nécessaires s'il y avait nécessité de justifier de ce bilan de concertation. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce sujet, Monsieur Dupuis? Non, apparemment vous avez rempli toutes les modalités que vous avez inscrites dans votre délibération qui prescrivait le PLU. Donc vous êtes en conformité. Ce dossier le prouve, puisque au regard
il est étayé par un certain nombre de publications, d'informations qui ont été mises en place au travers de cette concertation. On a fait le bilan, c'est le but de la même. Parfait, très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce bilan de concertation? Parfait. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider le document en annexe retraçant l'ensemble des éléments chronologiques et traçant le bilan de l'ensemble de la procédure de concertation en vue de l'élaboration du PLU de la commune de Caen, de valider la conformité du document en annexe susmentionné aux objectifs de la concertation fixés par la délibération numéro 2021-51 du 2 juin 2021 et repris ci-après, article dans le bulletin municipal et le site web, organisation de réunions publiques, dossier disponible en mairie, mise à dispo du public d'un registre destiné aux observations, la possibilité d'écrire au maire, je simplifie ça, l'adresse mail concertation.plu@3033, la tenue de permanence et enfin l'organisation de balades urbaines, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous. La délibération est donc approuvée à l'unanimité. L'affaire numéro 2 est donc l'arrêt du plan local d'urbanisme de la commune de Caen. Voilà, donc là, on rentre sur le vif du sujet, qui est donc la présentation de cette cartographie. Monsieur Dupuis, c'est le moment où on veut bien de vos lumières. Merci de me donner la parole. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Dupuis, je suis co-gérant de la société Métropolis qui est on va dire, mandataire du groupement qui a répondu à l'appel d'offres pour l'élaboration de votre PLU. N'oubliez pas de mentionner juste dans votre délibération, et même après, que vous arrêtez votre PLU et que vous allez abroger votre carte communale. C'est juste un détail. Sinon, on va vivre avec un PLU et une carte communale. Non, parce qu'il faut vraiment l'abroger. D'accord. Il faut une délibération pour la Non, vous le citez. Par contre, il faudra que dans l'arrêté que vous allez prendre pour l'enquête publique, ce soit ce soit bien écrit. Aussi, d'accord. Vis-à-vis quand vous allez saisir le tribunal administratif. C'est une petite précision, mais qui oui, c'est important. On connaît les détails. Et oui, puisque vous partez, je dirais, du constat que vous avez un document d'urbanisme qui s'appelle une carte communale, qui est fait simplement, je dirais, d'une cartographie binaire, si je puis m'exprimer ainsi, des zones qui sont constructibles pour de l'habitation et des zones qui sont inconstructibles pour l'habitation, mais constructibles pour des constructions agricoles et forestières. Au regard du constat que vous avez fait avec nous, lorsque nous avons fait le diagnostic, avec une consommation importante de tous les espaces qui sont inscrits dans l'enveloppe urbaine, très peu d'espaces, on va dire, restants à l'intérieur des enveloppes urbaines, et un constat aussi vis-à-vis de, je dirais, la compatibilité avec le SCOT, même le SCOT qui est en cours de révision. Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, rappeler ce qu'est le SCOT? Un schéma de cohérence territoriale. Pardon, c'est vrai qu'il faut que je le dise, je parle trop avec des acronymes, c'est vrai. Je vais essayer de faire un effort. Merci. Et aussi de la compatibilité que vous devez avoir avec le schéma régional SRADET, schéma régional d'aménagement, du développement et d'égalité des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, qui fixe des objectifs. Allez le voir, c'est quand même un élément important, qui fixe ces grands objectifs, notamment au niveau de la métropole, qui est, au-delà de ce que dit la loi climat et résilience, moins 50% de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers tous les 10 ans, fait que sur la métropole, dont vous faites partie, c'est beaucoup plus en termes de constat de consommation d'espace. De toute façon, en compatibilité avec le SCOT, vous n'avez plus d'espace agricole, naturel et forestier à consommer. Vous devez rester à l'intérieur des enveloppes qui ont été définies. Deux types d'enveloppes ont été définies, les zones dites d'agglomération et des zones dites de construction isolée. Au regard des constats qui ont été faits, notamment vous en parliez vis-à-vis de l'eau potable et assainissement, et puis aussi tout ce qui était voirie, tous les autres réseaux, faire le constat qu'il fallait que vous répariez, c'est ce qu'on avait dit, on va dire en concertation, qui a été inscrit dans le PNED, puisque
Lors du premier débat du PADD, vous vous engagiez à ne faire qu'une augmentation de population ou de logement que pour stabiliser la population. Quand on a débattu et présenté le PADD, c'était 10 logements. C'était au regard, je dirais, des données que nous avions à l'époque, donc c'était en 2023, mais avec les nouvelles données qu'on a pu récupérer, cette stabilisation passe par la production non plus de 10, mais de 34 logements pour stabiliser la population. Donc ça veut dire qu'au regard de la traduction réglementaire, il a fallu regarder si, d'un point de vue des réseaux, ces 34 logements pouvaient être absorbés, notamment vis-à-vis de l'eau potable et de l'assainissement. Je vous fais juste une lecture de l'évaluation environnementale qui a repris aussi, qui a mis à jour les chiffres qui nous ont été transmis par le SIEA des Portes de l'Entre-deux-Mers qui gère les 7 captages qui alimentent en eau potable le territoire. Il y a 9 communes qui sont desservies. L'alimentation en eau est déterminée par un arrêté du préfet qui a été renouvelé en 2023. Et il se trouve que, vu les dernières données qu'on a pu récupérer, plus de 86% de cette ressource qui est captée directement, donc ça veut dire que la marge de manœuvre correspond, je dirais, au pourcentage qui reste à se répartir entre les 9 communes. Ça ne représente que, au regard du ratio qui est, on va dire, de consommation moyenne en litres par habitant et par jour, qui est environ 250 litres. Parfois ça peut être plus, parfois ça peut être moins. Vous auriez plutôt la possibilité d'alimenter 4600 habitants supplémentaires sur les communes qui sont alimentés par ces captages. Sur 9 communes, c'est pas énorme. Donc ça veut dire que vous vous inscrivez dans cette logique. Donc c'est une incidence qui est négative, mais d'un point de vue de l'incidence positive, c'est aussi de se rendre compte que vous luttez contre l'étalement urbain et aussi avec tous les travaux qui sont faits par le SIEA pour améliorer la desserte, puisqu'en fait ce qu'on a vu c'était essentiellement dû à de la perte dans le réseau. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, c'était par rapport à tout ce qui était les rejets dans le milieu, avec une STEP, les dernières données qu'on a pu récupérer de 2023, qui font que vous êtes, on va dire, vous avez la possibilité en termes de charges, et là encore, il y a un certain nombre de communes, il y en a, je crois, 9 ou 10, qui fait que vous avez des problèmes, je dirais, de traitement, notamment quand il y a des forts orages, puisque vous avez des entrées d'eau parasite et des eaux claires, et qui font déborder l'ouvrage. Donc là encore, incidence négative, puisqu'il y a une augmentation quand même, du raccordement vis-à-vis de ces 34, je dirais, logements, mais quand même des incidences positives, puisque vous allez limiter, on va dire, l'imperméabilisation en mettant en œuvre, au travers du règlement, un certain nombre d'outils pour limiter cette imperméabilisation et faciliter l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Ça aussi, c'est vraiment important. Donc d'un point de vue, je dirais, de la justification de ce projet, au regard du zonage qui est présenté devant vous, qui a été présenté donc, au mois de janvier, je pense que c'était février. Donc voilà, c'est février. Un certain nombre d'ajustements ont été faits suite, et ce qui était déjà annoncé, au regard des, je dirais, de ce qui a été présenté au moment de l'enquête publique. À savoir, vous le voyez, vous pouvez zoomer un peu parce que c'est juste vous présenter le code couleur. Voilà. Avec la légende, on est bien. Voilà, sur le code couleur. Donc laissez un petit peu de zonage pour montrer comment vous voyez les éléments. Voilà, très bien. Donc vous avez, et je vais partir du cas le plus général, c'est-à-dire l'intégralité de votre commune, vous avez des zones qui sont en blanc, ce sont des zones agricoles, à l'intérieur desquelles, au travers du règlement, la constructibilité est seulement autorisée pour les constructions à usage agricole. Mais vous allez me dire, il y a des habitations à l'intérieur de ces zones. Oui, mais les habitations, au travers du règlement, peuvent bénéficier d'une extension qui est encadrée dans le règlement, avec deux alternatives en fonction de la taille de l'habitation. Donc ça, c'est un élément important, chose qui n'était pas possible dans le cadre de la carte communale. Ensuite, vous avez dans ces, on va dire sur les aplats, vous avez des aplats qui sont un peu plus orangés. Alors, pour les montrer, ce sont des zones AP, agricoles préservées.
Dans le zonage que je vous ai montré, on va dire au moment de la réunion publique, il y avait beaucoup plus de zones agricoles préservées. Et ça, c'était suite à la demande des services de l'État en disant que j'avais, je vais le prendre sur moi, fait une application un petit peu stricte de ce que disait le schéma de cohérence territoriale. À savoir, au-delà de la préservation de tout ce qui est trame verte et bleue, on vous montrera comment c'est tramé à l'intérieur sur le zonage, c'était l'application justement de cette préservation au regard aussi de la préservation des espaces viticoles inscrits dans le SCOT. Il y a eu un petit peu rétropédalage, excusez-moi de le dire comme ça, des services de l'État pour faciliter l'évolution de tout ce qui est activité agricole sur votre territoire. Donc ça veut dire que maintenant, d'un point de vue de la traduction réglementaire, les zones AP ne représentent que cette, je dirais, trame verte et bleue qu'on a définie dans le diagnostic, et qui doit trouver sa traduction réglementaire. D'un point de vue agricole, vous en avez des exemples. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des zones agricoles, il y a aussi quelques petites spécificités, à savoir des secteurs pour lesquels les constructions peuvent changer de destination, et aussi avec des zonages particuliers correspondant à des projets particuliers, notamment au niveau du gîte, ou on va dire d'activité. On va dire comme ça, les destinations d'habitation agricole devenant d'autres projets avec des secteurs particuliers. Notamment d'un point de vue ce qu'on appelle des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, et notamment un qui se trouve, on le voit au milieu de la tache blanche, pour la création ou l'implantation d'une activité forestière au travers d'un projet qui nous a été présenté et qui a trouvé sa traduction réglementaire. Je ne dis pas que c'est parfait, mais d'un point de vue, je dirais, de l'inscription, c'est fait, donc il y aura un enquête publique pour s'exprimer sur ces projets par les porteurs de projets. Ensuite, vous avez en vert, je dirais, des aplats verts qui correspondent à des zones naturelles toutes simples, naturelles préservées. Alors les naturelles toutes simples, elles se trouvent le long de la Garonne, vous avez en direction d'Esconac, où vous avez aussi la possibilité, c'est une notion de préservation le long de la Garonne. La Garonne est en zone naturelle, pourquoi ne pas l'avoir préservée plus que ça, parce qu'elle est déjà surpréservée par la zone Natura 2000 qui existe sur son périmètre. Les zones naturelles définies le long de la Garonne, attention, il y a quand même un plan de prévention du risque d'inondation qui grève un certain nombre de surfaces, notamment le bourg, on en parlera tout à l'heure, fait que sur ces zones naturelles, là encore, pas de nouvelles constructions, quelle que soit la destination, mais la possibilité d'étendre de façon limitée les constructions à usage d'habitation. Quand c'est pas en zone rouge. Quand c'est pas en zone rouge. Mais même en zone rouge, il a été rajouté suite à ça a été exprimé au moment de la réunion publique, ça a été exprimé au moment de la réunion avec les services de l'État, de donner la possibilité d'implanter des carrelets. Attention, ces carrelets, ils restent possibles, ils seront possibles dans le cadre de l'application du PLU, mais il y aura quand même une double instruction au regard du PLU, mais au regard aussi des voies navigables de France, VNF. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, on va dire, une double instruction, c'est pas dit que tous ces carrelets, mais au moins de maintenir ce qui existe. Ensuite, vous avez des zones beaucoup plus foncées en zone naturelle, ce sont des zones naturelles préservées à double titre. Au titre de la zone Natura 2000, pas que Natura 2000, pardon, des ZNIEF, zones naturelles d'intérêt d'intérêt écologique, floristique et faunistique qui sont présentes sur votre commune, et surtout au regard de la trame verte et bleue qui a été, on va dire, définie et qui est en complémentarité avec les zones AP dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec aussi la prise en compte en termes d'inconstructibilité de ce HEH violet, je n'avais pas vu qu'il était aussi fort en termes de zonage, en termes de préservation, de présentation, pardon, et qui préserve aussi les espaces de toute construction. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de périmètres qui vont être liés à de l'inconstructibilité, liés à un risque de mouvement de terrain. Vous avez un plan de prévention du risque de mouvement de terrain qui est en cours de réalisation. Pour l'instant, au regard de l'avancée des travaux, on ne peut reporter que ce grand périmètre mauve, hachuré mauve, qui définit les zones de risque potentiel. Ces zones de risque, c'est un mauvais jeu de mots, d'être revues à la hausse ou à la baisse en fonction de l'analyse qui est en train d'être faite du repérage de toutes les cavités qui se trouvent sur votre territoire. Donc pour l'instant, on le fait avec les éléments
dont on dispose. C'est la préfecture qui est actuellement Exactement. en train de revoir ce PPRNT. Une fois que ce plan de prévention du risque de mouvement de terrain aura été approuvé, il sera, on va dire, il se substituera à la cartographie que vous avez ici représentée et ça deviendra une servitude d'utilité publique qui sera en annexe du document que vous avez ici présent. Ce qu'on appelle servitude d'utilité publique, c'est aussi les zones inondables, les zones rouges, inondations, bleues, inondations, c'est-à-dire que comme pour donc, les mouvements de terrain, ce sont des réglementations qui nous sont imposées par les services de l'État. Très souvent, quand on reçoit justement des demandes, je pense à certaines personnes qui nous demandent encore des possibilités de construction ou autres sur les zones rouges, inondations, c'est là où on explique que là, on n'est pas souverain et que vraiment là, pour le coup, ça passe à instruction avec cette double lecture, puisque c'est une servitude d'intérêt général, c'est ça on dit? Une servitude d'utilité publique, donc ça veut dire qu'elle s'impose à tous les niveaux d'instruction dans le périmètre sur lequel elle s'applique. De la même façon que les monuments historiques sont aussi une servitude d'utilité publique. Aussi, c'est bon. Voilà d'un point de vue général, je dirais, la commune. Maintenant, en rentrant dans le détail, vous avez aussi les zones urbaines. Les zones urbaines, il en existe 5. Ces zones urbaines, alors voilà, c'est très bien de rester sur, par exemple, celle du plateau, les hauts. Je toujours parler du plateau, je suis désolé. Hein, mais c'est pas grave, vous avez les deux parties de la commune, c'est bien. Alors vous avez des zones urbaines, une zone urbaine particulière qui se limite au niveau du bourg, qui s'appelle la zone UA, dans laquelle c'est, je dirais, les implantations les plus historiques, avec une forme urbaine bien particulière, compacte, et pour lequel il y a un règlement dédié que vous retrouverez dans le règlement, et pour lequel il y a un certain nombre, je dirais, de servitudes qui s'appliquent. La première étant l'inondabilité, qui règle vraiment le bourg. Toutefois, dans ce bourg, et je vais rester sur les risques, il y a une nouveauté dont vous avez parlé, Madame la maire, qui est une étude qui nous a été transmise par le SIEA. Non, le CIETRA. Le CIETRA, pardon, c'est le CIETRA, pas le CIEA. Oui, c'est vrai, c'est le CIETRA. Encore des. Et oui, encore un CIE. Lui s'occupe de tout ce qui est ruissellement et le bassin versant. Et donc, il y a une étude qui a été menée, on en avait entendu parler, mais on ne savait pas si elle était aboutie. Ben oui, elle n'est pas tout à fait aboutie, puisqu'il n'y a pas de règlement pour l'instant défini, mais il risque d'en avoir un. Et qui définit un périmètre dans lequel on nous demande de limiter aussi la constructibilité. Elle se trouve localisée, vous le verrez sur le zonage, et en annexe du règlement, sur toute la partie du LUC en bas. Alors déjà, on avait fait un travail d'enlever toutes les possibilités de constructibilité le long du LUC. Ça, c'était une première demande, on l'a travaillé, mais on n'est pas encore allé suffisamment loin, et c'est le CIETRA qui nous demande d'en rajouter. Donc, connaissant cette cartographie, nous avons pris sur nous de l'intégrer au PLU, puisque le PLU doit être sincère, donc ça veut dire qu'on a obligation, on a cette connaissance, de rajouter ces contraintes supplémentaires. Alors vous l'avez, je crois pas, alors vous avez la zone bleue et inondable, mais je crois pas qu'elle est repérée, je la montrerai dans le règlement. Vous pouvez me passer un document, je vais vous montrer, oui, ça. Voilà, dans le pavé. Alors ici vous avez l'intégralité du document d'urbanisme, je vous le dis, d'un point de vue. C'est émouvant, c'est l'objet. Si vous me dites oui. trop peut-être de choses. Mais oui, c'est une naissance, c'est raison. C'est notre bébé. C'est un bébé tout se colle, excusez-moi. La cartographie, non, je pas. Et bien, on n'est pas là, et je vais y aller de toute façon. La cartographie du 6.2, vous voulez dire? Non, la cartographie du CIETRA. Du CIETRA, pardon. Dans les servitudes, est-ce qu'elle est dans les. Je ne sais plus. Enfin, vous voulez que je cherche, hein? Oui, s'il vous plaît, parce que comme ça, on m'évitera de perdre le temps. Trépine. Voilà. Ensuite, vous avez des zones, on va dire, urbaines, notamment au niveau du plateau. On la voyait tout à l'heure, mais on ne la voit plus. Qui représentent des zones résidentielles pavillonnaires pour lesquelles on a encore la constructibilité
on va dire, a été encadré par un règlement permettant des divisions parcellaires limitées, permettant uniquement de construire par rapport à l'objectif de stabilisation de la population et du nombre de logements. Il y a aussi une zone UD qui correspond à une zone dite urbaine mais inconstructible. Seules les extensions limitées des constructions existantes correspondant, vous le voyez, vous en avez une zone UD quasiment en haut du zonage. Je ne sais pas le montrer, c'est pas moi qui le... Ouais, c'est justement pour dire. Ce serait ça? La zone Ouais, UD, c'est ça. la zone UD. Voilà. Alors, je finis ce que je... Alors quoi? Oui? Je finis ce que je t'attendais, mais laissez-le comme ça, parce que vous Ah avez oui, on va vu les les deux. idées. Oui. On se met sur la tête. Voilà. Parce que ça permettait d'être compatible avec la constructibilité qui est liée au SCOT, schéma de cohérence territoriale, sur les espaces qui sont dits, on va dire, de construction isolée et pour lesquels la question des réseaux se pose, puisque à certains endroits, on n'a pas les réseaux en capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions. De plus, ces zones UD, de toute façon, correspondent véritablement à de la gestion de la constructibilité, sachant que, là encore, la constructibilité, au travers du SCOT qui va être approuvé, est aussi remis en cause dans ces espaces. Juste, je fais le retour sur l'étude du CIETRA. Vous avez les cartographies qui sont ici représentées, je vous les montre de loin. Donc c'est bien pour vous dire que cette étude, ben, on l'a connue au mois de janvier. Et donc, du point de vue de la traduction réglementaire, on a écrit quelque chose, on verra si les services de l'État, comment ils s'expriment pour une première prise en compte. Et de toute façon, lorsqu'elle sera approuvée par rapport au bassin versant, elle s'imposera encore plus, je dirais, à la constructibilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez, en termes de zone urbaine, on a défini deux zones nouvelles, notamment une zone UX, comme on trouve le long de la route départementale numéro 10 en entrée de Bourg, et pour lesquelles, je dirais, ça permet juste la gestion des constructions. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans la zone inondable, et donc la constructibilité va être forcément limitée et encadrée. Voilà. Et ça permettra aussi, pour la gestion, je dirais, de cet espace, la mise en place du droit de préemption urbain vis-à-vis de la commune pour, on va dire, se substituer à un propriétaire pour faire, on va dire, un certain nombre de travaux ou améliorer cette entrée de vie. Ensuite, vous pouvez revenir dans le bourg, mais il n'y a pas que là, il y a aussi la définition de zone urbaine à vocation d'équipement. Ces zones urbaines à vocation d'équipement, vous en avez notamment au niveau de Bellevue, et sur lesquels c'est uniquement la gestion des constructions existantes à vocation d'équipement, notamment la salle Bellevue et la maison de retraite. Oui, c'est ça. Parce que vous avez exactement le même zonage sur la station d'épuration, sur les ateliers municipaux, sur l'équipement, qui est un équipement d'intérêt collectif, c'est Maritalé, et sur aussi la clinique des Horizons, qui se trouve sur les hauts, et pour lesquels, justement, ces équipements, il faut retrouver aussi une réglementation pour leur permettre d'évoluer, parce que quand même, ce sont des institutions emblématiques qu'il faut leur permettre d'évoluer. Par contre, d'un point de vue de la surface, ce n'est uniquement que les parcelles qui appartiennent à ces institutions qui ont été ciblées. Donc voilà, d'un point de vue, je dirais, des zones urbaines. Ensuite, vous me direz, mais en termes de constructibilité, il y a des zones qu'on a fléchées qui sont roses en zone 2A. Ce sont des réserves foncières qui n'ont pas été, on va dire, affichées en termes de véritable constructibilité. Ces réserves foncières permettront, au fur et à mesure de la mise à niveau des réseaux, permettront peut-être la constructibilité, qui est quand même, somme toute, limitée pour l'instant, en termes, je dirais, d'habitation ou de vocation autre sur la commune. Voilà, d'un point de vue de la surface, et ce qui a été demandé aussi d'un point de vue de la, je dirais, des objectifs définis par le schéma régional et aussi par la loi climat et résilience, c'est de réduire la consommation d'espace. On n'est pas sur du moins 50% parce qu'on ne peut pas, on est à l'intérieur des enveloppes urbaines. Mais de toute façon, il a fallu faire un petit exercice. On ne va pas consommer tant de zones urbaines que ça. En fait, il s'agit principalement d'adaptation de zonage pour intégrer des constructions existantes qui n'étaient pas prises en compte dans
dans le zonage de la carte communale. On a une consommation de 4,85 hectares qui représente 0,96% de la commune. Sachant que, par équivalence, on restitue à la zone agricole et à la zone naturelle plus de 16 hectares qui représentent plus de 3% de la superficie de la commune. Sachant qu'il y a aussi le maintien en zone agricole et naturelle de 420 hectares de superficie. C'est toutes celles qui sont en jaune, en blanc, en vert clair et en vert foncé, qui participent justement à cet équilibre. Et donc ça montre véritablement que les élus, avec moi, ou plutôt disons avec les élus, on va dire comme ça, se sont attachés à définir, je dirais, un zonage, un règlement au plus près de la réalité de la constructibilité au regard de la contrainte des réseaux, aussi à la topographie et à la contrainte que vous avez en termes de constructibilité liée à des périmètres particuliers, notamment des risques qui viennent grever très fortement la constructibilité. Donc vous pourrez me dire, mais alors d'un point de vue, je dirais, de la compatibilité avec les documents de rang supérieur, on ne sera pas compatible avec le SCOT. Bah si, puisqu'on a travaillé quand même avec le SCOT, on est allé les voir, il y a eu des échanges, les services de l'État aussi se sont, on va dire, exprimés dans ce sens-là. On est quand même, on va dire, on n'a pas cherché à, on va dire, consommer plus d'espace que ça. De toute façon, on n'aurait pas pu, ça c'est clair, c'est précis. Peut-être que une évolution peut-être de la législation, peut-être et sûrement du document d'urbanisme de rang supérieur, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale, donnera cette possibilité ou pas, ce n'est que l'avenir qui vous le dira. À ce moment-là, les élus seront à même de réviser le plan local d'urbanisme qui est présenté devant vous. Dernier outil qu'on a mis en place, et vous avez un bout du tableau qui est, on va dire, défini, c'est ce qu'on appelle les emplacements réservés, qui sont, je dirais, des espaces, notamment, principalement pour de la création de voiries, d'espaces publics, ou de cheminement, de la sécurisation aussi d'un carrefour, notamment au niveau de la RD10, qui est portée par la commune. Je tiens à le souligner. Pourquoi? Parce que d'habitude, je dirais, ces espaces réservés, notamment le long des départementales, sont au bénéfice du département. Et là, c'est vraiment le département qui vous a demandé de maîtriser foncièrement, je dirais, cet espace-là. Et vous avez aussi tout ce qui est lié à la création de cheminements vélo pour être compatible avec le plan vélo qui est mis en place au niveau de l'intercommunalité. Donc voilà, un document qui, moi, je veux dire, est relativement simple d'un point de vue de sa structure, mais qui, pour vous, va sûrement changer beaucoup de choses d'un point de vue de l'instruction. Petite précision, le service instructeur, qui gère déjà toutes vos demandes, a été associé, on a quand même pas mal travaillé avec eux, notamment d'un point de vue de la compréhension du règlement et je dirais, de la prise en compte d'éléments particuliers de point de vue de l'instruction. Donc vous voyez que ça a été un travail collégial avec les élus, avec vous, à la population qui a eu des échanges, mais aussi avec les services. Donc ça vient en plus se rajouter à toute la concertation que vous avez mis en place, puisque on a rencontré quand même assez souvent les services de l'État pour leur poser des questions, et vous avez été aussi, il faut le rappeler, accompagné par, alors ce n'est pas un AMO, une aide à la maîtrise d'ouvrage, mais aussi quand même le CAE, alors le Conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Gironde, qui a été associé à quasiment toutes les réunions de travail que nous avons fait. Et la communauté de communes en est puisqu'elle porte le plan paysage qui est aussi une base sur une base très light, mais ce serait presque un PLUI sans engagement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça le sujet, parce que vous travaillez aussi sur 5 après, qui est au même niveau que nous, en tout cas sur son... Juste un petit peu d'avance, voilà. Il a arrêté avant vous. C'est ça, ils ont la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, je crois. Je crois que j'ai peut-être 3 semaines. Oui. En tout cas, et tout ce dont vous parlez, c'est là où on se dit, effectivement, c'est très bien de faire ce qu'on fait, et on est parti de très loin comparé justement à 5 après, qui, ceci dit, a des enjeux bien plus importants, puisqu'ils ont passé le cap des 3000 habitants, 3500 habitants, et qu'ils doivent à la fois faire attention de ne plus consommer d'espace, mais en même temps devoir mettre plus de logements sociaux, donc c'est un peu la quadrature du cercle. Mais surtout, ce qui était intéressant, parce qu'on travaillait avec le même bureau d'études, c'était la cohérence entre toutes les communes alentours,
sauf que c'est pas suffisant et qu'effectivement, ça aurait quand même été plus intéressant d'être juste l'étape suivante, qui est l'étape qui est celle des territoires alentours, qui est le fameux PL8, c'est-à-dire penser de façon beaucoup plus globale nos territoires en connexion avec tous nos voisins. Parce qu'on sait très bien, nos habitants ne vivent pas et ne travaillent pas et n'ont pas leurs enfants uniquement à Cambes, mais passent d'une commune à l'autre sans se poser la question. Et que parfois, il y a vraiment une grande difficulté à comprendre pourquoi Cambes s'est posé comme ça et pourquoi ailleurs, ça n'a pas l'air d'être sur les mêmes directives urbanistiques. En réalité, oui, puisqu'il y a ce schéma de cohérence territoriale qui s'impose à tous. Mais comme c'est une cohérence territoriale, effectivement, ça fait qu'à certains endroits, on va laisser peut-être un peu plus construire parce qu'il y a les services et les réseaux, et voilà, surtout les services à la population, les écoles, les collèges, les lycées, qui sont là, et donc on peut laisser un peu plus construire, alors que dans d'autres lieux, oui, on éloigne les populations des services, donc on en laisse moins s'installer, tout simplement parce qu'on va encore engorger les routes, qui elles-mêmes, et c'est important parce que je trouve que là on le voit bien quand on regarde notre plateau, sur tous nos plateaux, comme je vous expliquais tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un vrai problème de voirie. Vous regardez ces routes qui sont minuscules par rapport aux espaces énormes qui sont construits, tout simplement parce que c'était des voiries qui desservaient des champs initialement. Et comme il n'y a pas eu de programmation sur ce projet du plateau, on n'a pas imaginé effectivement que dans ces voiries, on drainerait normalement plusieurs services à la population. Les enfants sont censés aller à l'école, prendre le bus, on le sait puisque maintenant on court après la sécurisation de ces routes-là. Je pense à la route de Baragne qu'on a pu à peu près élargir pour permettre le passage d'un seul et unique réseau de bus. On ne peut pas imaginer, pourtant il y a de la population sur le plateau, on ne peut pas imaginer pouvoir installer un réseau complet de bus parce qu'il n'y a pas la place tout simplement. Et toute la commune est sur cette typologie-là, avec en plus un haut et un bas, et des routes qui y mènent qui elles aussi sont étroites. Je pense notamment à des jeunes familles qui ont demandé pourquoi il n'y avait pas d'arrêt de bus le long de la route du Grand Port, la Chabanne. Je vous laisse imaginer ce que sont ces routes-là et comment on peut imaginer un bus, voire des bus se croiser, plus des enfants attendent sur un bas-côté qui est plutôt un fossé. Donc voilà comment maintenant on est contraint, on doit faire avec. Et comme je le dis souvent, en fait, là, je pense que la mission des élus locaux, des représentants de cette commune, c'est de se poser la question de l'accueil des populations. Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir correctement nos populations? Le correctement, c'est le service public qu'on leur doit. Que ce soit l'école, qui doit être dimensionnée. Je vous laisse regarder que l'école, elle est quand même avec 2 classes modulaires, qu'on fait comme on peut, et au jour, enfin, pas au jour le jour, mais à l'année, quasiment... tout est rebousculé. Là, on va nous supprimer une classe qu'on nous avait ajoutée l'année dernière. Tout ça, ce sont des frais qu'on doit évidemment accuser et qui ralentissent aussi des projets structurants pour le reste de la commune. Les voiries, voilà, c'est encore des débats aussi parce qu'on sait qu'elles s'abîment de plus en plus parce que de plus en plus de voitures passent, parce que les voitures, ce sont plus des petites voitures, mais très souvent de grosses voitures, que de là aussi des camions, on a eu beau régler et réglementer le passage des 3-5 tonnes, ça ne change rien, les camions passent, etc. Donc on le sent bien que là on arrive à saturation sur la qualité du service public, des réseaux, des voiries, de l'assainissement. C'est aussi un problème, justement sur certains secteurs, on le sait, on n'a non seulement pas d'assainissement, des assainissements individuels qui sont très souvent vétustes avec du rejet dans l'espace naturel. On l'a vu, on l'a constaté, et ça c'est un vrai problème de salubrité publique qui, encore une fois, retombe sur nos épaules. Donc il y a tous ces sujets réellement centraux pour que les familles qui sont déjà en place puissent avoir un service public adapté, une sécurité sur les routes en sortant de chez soi qui soit minimale, et là on en est loin. Donc tout ça fait que, comme je vous le disais en introduction, ce PLU, malheureusement, on ne va pas avoir de grands espaces sur lesquels on va pouvoir imaginer la ville de demain. Non, là, notre travail, c'est un PLU de réparation, c'est faire avec ce qu'il y a, essayer petit à petit toujours d'accompagner les porteurs de projets, c'est de leur faire comprendre ce que c'est que l'imperméabilisation des sols, comment on draine l'eau à sa parcelle, comment on fait attention à ce que son accès sur la voirie ne soit pas dangereux, et pour soi quand on sort, et pour les autres sur la route. Enfin, tous ces sujets, c'est vraiment maintenant du cas par cas qu'on va devoir traiter, tout simplement, parce que, entre guillemets, le mal est fait. On ne s'est pas posé la question, on a des divisions qui sont compliquées, on a des services quand même, notamment des services pompiers, qui nous disent que sur certains lieux, c'est très compliqué, que c'est très difficile d'accès. On ne peut pas se dire que sur de nouvelles constructions, on n'est pas à même d'assurer la possibilité d'une intervention d'urgence sur certaines habitations.
Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour en tout cas de ce projet global. Il va encore passer au tamis de nos personnes publiques associées et même de la population et des différents habitants qui ont peut-être des projets sur certaines parcelles. Donc ce sera expliqué, réexpliqué. J'imagine que l'enquêteur public qui écoutera, je ne sais pas s'il sera en capacité d'apporter des éléments de réponse ou s'il est juste là pour recueillir la parole des habitants, je ne sais pas trop. Mais il recueille, mais il doit s'exprimer quand même. Oui, donc il y aura quand même un peu un travail pas de pédagogie, mais en tout cas d'information à destination des habitants. Voilà, il y a beaucoup à dire sur ce PLU parce que ça fait 3 ans qu'on y travaille, donc on a beaucoup de sujets à aborder sur ce PLU. J'en profite, je sais qu'on en avait parlé avec les adjoints, ça n'a rien à voir, mais ceci dit, j'invite vivement nos habitants à regarder un documentaire. Dès que je retrouverai le lien, je le partagerai aussi sur mes réseaux parce que je le trouve fondamental, hyper intéressant sur tous les risques. Ça s'appelait « Ma maison face aux risques ». Tu as le lien sur le compte rendu de réunion. Oui, c'est ça, tu l'avais mis sur un compte rendu de réunion. Je le trouve intéressant parce que ça parle de tous les risques en ce moment actuel, environnementaux, sur tout notre territoire français. Mais pour le coup, et c'est un constat qui m'a vraiment perturbée, je me suis dit qu'on a peut-être 4 sur les 5 risques qui étaient présentés, on en a 4 qui sont sur notre territoire. Donc 4 risques que je trouve intéressant de prendre, dont il faut prendre connaissance pour soi, pour sa maison, mais aussi pour comprendre exactement dans quel territoire on se place et dans quelle temporalité aussi on est en train de se passer. Parce que tous ces risques existaient depuis toujours, sauf qu'on a une accélération des événements climatiques qui aggrave et qui accélère aussi des phénomènes qui étaient jusque-là pas indolores mais beaucoup plus invisibles. Je pense notamment au gonflement et rétractation des argiles qui, parce qu'ils sont de plus en plus gonflés et rétractés de façon récurrente en une année. Avant c'était une fois une sécheresse, maintenant on a plusieurs épisodes de forte chaleur qui mettent vraiment beaucoup à l'épreuve les fondations des maisons. Je suis sûre que c'est intéressant de connaître tout ça. Le reportage est intéressant parce qu'il apporte des solutions. C'est aussi important de le dire, c'est pas catastrophiste, c'est plutôt aussi pratique. Dès que je le retrouverai, vraiment, je pense qu'il faudra le mettre en lien parce que ça explique aussi pourquoi on s'est attelé à vraiment bien comprendre ce qu'était notre territoire. On n'en a pas parlé, mais vous l'avez dit, il y a un groupement, c'est-à-dire que vous, bureau d'études, vous avez aussi fait appel donc, à un bureau d'écologues, voilà, qui ont travaillé aussi ici sur ce qu'est notre territoire au titre, en termes organiques, notre terre, l'utilisation de nos sols et aussi l'impact de nos constructions sur le reste de la commune. Voilà, je pense que... Est-ce que vous avez des commentaires sur... Moi j'ai quelques petites questions pour M. Dupuis, si vous voulez bien, et merci pour votre présentation qui était très claire. J'avais juste 2-3 petits points à éclaircir, si vous voulez bien. Vous avez parlé d'enveloppes définies pour les zones constructibles et inconstructibles. Elles ont été définies par qui, si vous voulez bien le rappeler à nos administrés? Initialement, elles ont été définies par le schéma de cohérence territoriale, qui définissait à la fois les enveloppes urbaines et les fameux secteurs de construction isolés, qui correspondent en gros à tout ce qui est orangé sur la partie plateau. Voilà, parce que les enveloppes et surtout l'enveloppe qui est dans le bourg. Oui. Et ensuite, les zones qui étaient qui sont en espace de construction isolé sont toutes les zones UD qu'on a identifiées. Celle-ci, voilà, celle-ci, Moulinet, voilà. Et aussi, alors là, elle n'y est même plus, mais elle était, celle d'Escona qui était identifiée aussi comme secteur isolé, mais là, il a basculé en secteur zone naturelle, qui est en cohérence d'ailleurs avec Quinsac, qui a aussi identifié cette zone comme zone naturelle. Voilà, donc ça veut dire qu'il fallait se mettre en termes au niveau des patatolides, c'est comme ça que ça se voit, il fallait arriver à trouver une cohérence. La difficulté, c'est que dans le SCOT, puisqu'il est initial, il date de 2016, n'avait pas identifié vos équipements d'intérêt collectif. Donc ça va être l'intérêt aussi de les montrer, de les afficher et de leur donner une réglementation particulière. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un outil dont je n'ai pas parlé, j'en ai parlé tout à l'heure avec les zones particulières, les STECAL. Vous avez 2 espaces particuliers qui se trouvent, un en limite avec un sac, l'autre qui est juste à Bellevue, une zone naturelle à vocation d'équipement. Vous allez dire qu'est-ce que c'est ? C'est quand même un élément important, c'est une zone à dominante naturelle pour lesquelles il y a des équipements d'intérêt collectif, à savoir les espaces sportifs. C'est ça, là on continuité avec le stade qui est à cheval entre nous et Quinsac. Et aussi tous les éléments qui se trouvent en complémentarité de la salle Bellevue,
à savoir le stationnement, le cimetière, tous les aires de jeu et parcs qui sont tout autour, et aussi tout l'espace à côté de la réserve foncière qui se trouve, enfin l'ancien stade, hein, ou l'ancien terrain de foot, on va dire, qui est, on va dire, en réserve foncière. Pourquoi réserve foncière? J'ai oublié de le dire aussi, parce que vous connaissez mieux que moi encore la route qui permet de le desservir, on ne peut pas se croiser. Donc ça veut dire que là, on a impossibilité d'assurer une desserte, on va dire, sécurisée, on ne peut pas se croiser, du projet de développement qui pourrait se développer sur l'ancien stade de foot. À savoir qu'il y a presque la moitié du ancien stade de foot qui est impacté par le mouvement de terrain. Donc c'est pour ça qu'on a mis une zone naturelle à vocation d'équipement pour y faire peut-être un jardin partagé ou autre à proximité de cette réserve foncière. Voilà. Donc les enveloppes, voilà. Et dans vos explications qui étaient vraiment très claires, et encore une fois merci, j'ai pas eu la sensation que la zone UD soit vraiment bien. Est-ce que vous pouvez essayer de l'expliquer un peu plus simplifié, un peu plus vulgarisé pour toujours un souci de compréhension? Alors la zone UD, c'est d'une traduction réglementaire. Alors, on aurait pu faire beaucoup plus simplement une zone UD, la transformer directement en dominante agricole ou en dominante naturelle. Sauf que, et ça c'est moi qui le dis, c'est transformer une zone qui est quand même une zone urbaine, puisqu'on a quand même une compacité, on a un minimum de 10 constructions, une compacité, c'est-à-dire qu'il y a une distance, on va dire qui est inférieure à 50 mètres entre chacune des constructions, donc vraiment il y a une continuité, on a des critères qui nous permettent de les définir en zone urbaine. Les mettre en zone agricole ou en zone naturelle, ce serait une erreur de jugement. Oui, pardon, je vous interromps parce que c'est ça la question. La question, c'est que les prescriptions de l'État nous font bien comprendre que ce ne sera jamais, donc ça ne peut pas être considéré comme une zone urbaine où on peut laisser se développer des maisons. Mais à partir de là, quels étaient les choix? Si ce n'est pas une zone urbaine, qu'est-ce que c'est? Une zone agricole? Une zone, ce dont vous parliez, c'est pas cohérent avec la réalité des faits. C'est toute notre difficulté, on ne part pas d'une page blanche, on part de choses qui existent vraiment. Et sur ces choses-là, on nous dit attention, ça vous pouvez pas. Là où c'est une zone urbaine, en bas le bourg c'est une zone urbaine, ça ce sont des zones d'habitation isolée, donc c'est pas là où vous allez développer votre urbanisme, vous ne devez pas. Donc qu'est-ce qu'on met comme réglementation? Zone agricole, c'est pas très cohérent non plus. On sait très bien que c'est pas une zone agricole, c'est un quartier isolé, pittoresque, tout ce qu'on veut, mais on peut pas utiliser les outils de la zone agricole. C'est ce que veut dire Monsieur Dupuis. Donc qu'est-ce qu'on va chercher comme nouvel outil qui prend en compte le fait que, très bien, alors vous voulez pas qu'on en fasse une zone urbaine classique, mais vous voyez bien que c'est pas non plus une zone agricole classique non plus, puisqu'il y a des habitations. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un outil qui permet quand même de prendre en compte le fait qu'il existe là une zone d'habitation. Je ne sais pas si c'est plus logique. Et le règlement qui s'applique dans ces zones-là ne permet que l'extension des constructions existantes. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Et une dernière question. Vous avez expliqué que la digue était surprotégée en... la digue. La Garonne. La Garonne, pardon, excusez-moi. La Garonne et l'espace qui longe la digue, finalement, était protégé et surprotégé, même c'est le terme que vous avez utilisé, par Natura 2000. Donc c'était pas la peine de nous en rajouter une couche. Ma question c'est si, alors pour une raison qui m'échappe aujourd'hui, Natura 2000 venait à changer son règlement de son côté en moins favorable, parce que nous on a la possibilité de remodifier le PLU pour la remettre en zone protégée. Renforcée, oui, c'est tout à fait. Okay. Dans un outil de révision du PLU ou... Non, là je pense qu'on parle d'une modification, vous rajoutez de la contrainte, donc c'est pas dans l'ensemble. Si ça avait été dans le sens inverse, oui, ça aurait été, enlever de la contrainte, oui, ça aurait été une révision, mais là une modification suffira. Ceci dit, on a une contrainte supplémentaire qui est... C'est vraiment une histoire de filtre, finalement de calque, voilà, de couche. C'est qu'on a cette fameuse zone rouge inondation qui fait que de toute façon ça bloque toute possibilité de construction, etc. Donc on a beaucoup là pour le coup de calques qui ne font que restreindre cette zone. Ce qui dans l'absolu peut aussi nous faire prendre conscience que ce village est dans son développement est très contraint aussi. C'est-à-dire comment on fait quand on a un bourg qui est quasiment mis sous cloche avec toutes les contraintes, et c'est très bien, hein, on sait très bien aussi que les gens sont exposés à différents risques, donc tant mieux que le règlement et toutes les servitudes les protègent d'une aggravation de l'exposition au risque. Mais comment on fait pour effectivement à la fois prendre conscience de tout ça, prendre aussi en compte tout ce qui nous est imposé par l'État, comme on vient de l'expliquer, et en même temps, comment on fait
pour continuer de faire venir de la population, pour garder ce dynamisme, pour faire qu'à long terme, on ne perde pas des classes aussi dans l'école, etc. Tout ça, c'est vraiment toujours se garder en tête que ce PLU doit être vivant, qu'il doit être re-questionné si jamais on sent que voilà, il y a des difficultés, etc. Sachant que même s'il est re-questionné, et tu viens de le dire, il y a une zone où, avec tous les cadenas qui sont mis, cette zone-là, quoi qu'il arrive, il ne s'y passera pas grand-chose. Il peut y avoir 1000 mandatures après nous, a priori, et vu ce qu'on nous explique du changement climatique, ça ne va pas s'améliorer, les bords de Garonne. Donc voilà, en tout cas, il faudra toujours garder en tête que c'est vraiment un projet vivant. C'est pas, on n'a pas voilà, cette énorme brique. Ben non. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Même d'autres si on y questions? travaille depuis un moment, c'est vrai que c'est un sacré morceau, donc ça mérite parfois quelques explications. Mais c'est important. Oui, c'est vrai. Et puis entre ce que M. Dupuis maîtrise parfaitement, enfin, quand vous parlez d'outils, bah oui, j'ai pris le marteau, ensuite on a tout le fer élastique, et puis nous on est là et on se dit, alors qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, voilà, qu'est-ce qu'on a vraiment... quels sont nos moyens d'action, voilà, qu'est-ce qu'on a exactement. comme C'est pas éventail simple. de possibilités. C'est pas simple. Ouais, c'est d'ailleurs très souvent, au début, je prenais comme, comment dire, pour argent comptant les demandes de nos habitants. Ça a été dès le début du mandat, je ne sais pas si vous vous souvenez, des gens qui venaient, tenez, voilà ma parcelle, je voudrais que vous la passiez en constructible. Point. Très bien, au début, on ne sait pas comment ça se passe. Et puis on découvre ce que c'est, notamment la police de l'urbanisme, et puis on se rend compte qu'en réalité, ben voilà, ce sont toutes ces réglementations. D'abord, initialement, il y avait une carte communale. Mais cette carte communale, ben, elle avait figé, en tout cas, la constructivité. Mais quoi qu'il arrive, toutes ces demandes, elles ne pouvaient être prises en compte que dans un changement de règlement qui était celui-ci et qui est bien plus pointu, parce qu'entre la carte communale qui a été délibérée, je crois, en 2014, et maintenant, il y en a eu aussi, hein, justement, ce SCOT, ce dont on parle, ils sont arrivés après. Le SCOT est arrivé, donc le schéma de cohérence territoriale, en 2016, 2 ans après. D'où des incohérences, c'est-à-dire qu'entre notre carte communale, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, c'était juste une zone jaune en haut, une zone jaune en bas, eh bien, il y avait quelques parcelles qui, à la carte communale, étaient considérées comme constructibles, et là, ça a été une grosse difficulté pour nous, parce que le schéma de cohérence territoriale les considérait comme non constructibles, agricoles. Vous vous souvenez, on a eu 2-3 comme ça à la carte. C'est très difficile, ça. C'est très difficile d'aller vers les habitants et de leur expliquer qu'il y a incohérence entre ces deux, entre le règlement initial et puis ce qui va nous tomber dessus, entre guillemets, tout ce qu'on doit intégrer et qui va enlever de la constructivité au terrain. Je reprends votre phrase, Monsieur Dupuis, parce que ça m'a vraiment éclairé sur les terrains, l'usage des sols, la constructivité ou la non-constructivité des sols. Vous avez dit, je pense que c'est lors de la première réunion publique à une personne qui posait la question justement, pourquoi mon sol, pourquoi ma maison, je suis sûre elle était constructible. C'était une dame en plus qui était persuadée qu'il y a 50 ans en arrière c'était constructible, donc imaginez 50 ans en arrière, et maintenant ça ne l'est plus. Et vous avez dit, mais la constructivité d'un terrain, ça n'est pas un droit, c'est une police. C'est-à-dire que c'est un global, comme vous pouvez le voir, et c'est plusieurs réglementations qui vont du niveau national, régional, départemental, et qui sont logiquement instituées parce qu'elles doivent répondre à des critères sociétaux, environnementaux, économiques, etc. Et on doit intégrer ça. Donc c'est un règlement qui parle d'intérêt général, mais pas forcément d'intérêt particulier. À l'intérieur, bien évidemment, on imagine bien que les Cambais vont aller voir leur intérêt particulier, et j'en ferai autant évidemment à leur place, sauf qu'ils comprendront bien que parfois c'est tout à fait compatible avec cet intérêt général, parfois ça ne l'est pas. Parfois, en venant voir l'enquêteur public et en expliquant, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, moi j'avais besoin, voilà, c'est pas cohérent puisque chez moi il y a une construction et vous ne l'avez pas mise, je sais pas. J'imagine qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont dites auprès de l'enquêteur public et qui feront qu'on se dira, ah oui, effectivement, peut-être qu'à la marge, il y a peut-être une rectification. Mais ça, c'est au niveau de l'enquêteur public. C'est très important, c'était vous ou peut-être M. Beaumobilier de la CDC qui m'a dit, attention, l'enquêteur public, il n'est pas votre porte-parole, c'est réellement une personne neutre qui est mandatée par le tribunal et qui ne prendra pas plus le parti de la commune que le parti des habitants. Il est là pour réellement, à partir du règlement, à partir des règlements, à partir de quelque chose d'objectif, prendre en compte les retours des habitants. Encore une fois, c'est important de le dire, qu'ils n'imaginent pas qu'ils vont avoir un enquêteur public qui est notre porte-parole, bien au contraire. C'est exactement pareil que quand vous allez au tribunal et que vous allez faire un recours auprès du tribunal contre la commune, c'est exactement la même chose. C'est ce fameux tiers qui est là pour juger du bien fondé de ce règlement, pour faire en sorte, et attention, qu'on ne soit pas abusif dans l'application des règlements. Voilà. Est-ce que c'est bien ce que je dis? Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet?
Non? C'est bon pour tout le monde. On peut libérer Monsieur Dupuis, qu'on remercie encore, hein, parce que vraiment les horaires sont atypiques hein, dans votre travail. Non, mais ça on le garde, hein. Tu veux lui rendre? Mais ça va pas. Mais c'est pour nous. Une belle essai. Enfin. Merci Guillaume. Il va y avoir la sanction derrière. Ça. C'est pas faux. En fait, non, parce que j'ai pas encore vu ma... D'abord, on va tous les examiner avant de payer. C'est trois fois le même. C'est 3 fois le C'est même. pas grave. Et on peut se distribuer, hein. Il faut qu'il y ait un petit soir. Oui, c'est vrai qu'il y a une copie dans l'un et dans les autres. Le copier-coller, on peut- C'est sûr. Oui, parce que bon, faire x3 dans l'impression, ce serait trop facile. Mais non, bien sûr. Tu sais pas. C'est de l'orthographie. Une stagiaire, C'est la Bible. C'est ouvert en bas, mais Ouais. c'est bon. Merci Merci. Pas remarquer léger. Oui, il y avait ma Oui. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, on va passer aux propositions soumises au conseil municipal, qui sont, je ne suis pas sûre sur la bonne affaire, au regard du respect, depuis sa prescription le 2 juin 2021, de l'ensemble des étapes de la procédure d'élaboration d'un PLU, ainsi que de la conformité de la concertation menée aux objectifs fixés, d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme, PLU, de la commune, tel qu'annexé à la présente délibération. Conformément aux articles L153-14 et suivants et L132-7 et L32-13 du Code de l'urbanisme, transmettre pour avis la présente délibération et le projet de PLU annexé au préfet, aux services suivants de l'État, la DREAL, la DDTM, la CDPNAF, au président du conseil régional, au président du conseil départemental, aux représentants de la commune, c'est les fameuses personnes publiques associées, vous allez avoir la liste. J'ai beaucoup signé aujourd'hui, parce qu'on a préparé, hein, on est sur la starting block. Donc le président du conseil départemental, aux représentants de la chambre de commerce et d'industrie, aux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat, aux représentants de la chambre d'agriculture, aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, aux représentants de l'EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat et dont la commune membre, au président de l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article 113-1 du Code de l'urbanisme. Elle sera en outre adressée pour information au Centre national de la propriété forestière et aux communes limitrophes. À défaut de réponse au plus tard 3 mois après notification et réception du projet aux personnes publiques associées susmentionnées, leur avis sera réputé favorable. Le dossier définitif de PLU tel qu'arrêté par la présente délibération est tenu en mairie à la disposition du public qui souhaiterait le consulter au jour et heure habituels d'ouverture de la mairie, les lundis, lundi, mercredi et vendredi 8h30, 12h30 et 13h30, 17h30, mardi et jeudi 8h30, 12h30, conformément à l'article R153-3 du Code de l'urbanisme. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'1 mois. Et enfin, d'autoriser Madame la maire à solliciter auprès du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un commissaire enquêteur et d'organiser toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'enquête publique. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous, ce sera donc approuvé à la majorité. Ça y est, le grand morceau est passé. Bien. Alors maintenant, nous avons quelques affaires courantes. On a profité de ce conseil municipal pour mettre à l'ordre du jour 3 affaires courantes. 3. Allez, 3 affaires courantes. Donc l'affaire numéro 3, qui est la mise à jour 2025 du tableau de création de postes et des effectifs de la commune de Caen. Alors vraiment désolé, on a fait ça un peu à la dernière minute à la demande du Trésor public. Parce qu'ils sont, et je suppose que c'est aussi ce qui a été expliqué dans la note de synthèse,
Sur la RH, ils sont devenus très tatillons et on se retrouve avec notamment des personnes qui sont sous contrat et tout va bien, mais qui n'apparaissaient pas sur ce fameux tableau des effectifs. Je vais laisser Céline qui me regarde. Bon, merci Céline de présenter cette affaire. Alors je vais être très rapide et le plus succinct possible. Donc c'est vraiment de l'administratif pur et dur. Nous avons un tableau qui regroupe tous les postes occupés par les agents de mairie qui peuvent, quand ils sont absents pour maladie, pour absence imprévue même, pour formation ou autre, être remplacés éventuellement par des agents contractuels qui sont là pour la durée de l'absence à proprement parler. Et donc le tableau que nous avions recensait uniquement les postes occupés de manière pérenne. Or, le Trésor public nous a demandé d'inscrire les lignes sur les postes qui peuvent être remplacés et le mettre en vacant à côté. Donc la ligne va exister, ce qui ne veut pas dire que le poste sera pourvu, mais en prévisionnel des agents contractuels qui pourraient venir remplacer les personnes qui s'absentent, alors que ce soit d'ailleurs sur une absence ou même voir des contractuels qui sont là de manière pérenne, notamment pour les 2 heures de l'accueil périscolaire à l'école. Voilà, donc c'est vraiment purement administratif. Le tableau va s'agrémenter de ces lignes de remplacement potentiel, de postes contractuels potentiels, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément occupés. C'est ça, exactement ça. Voilà, là je viens de passer les scènes à faire des attestations pour que nos agents, alors notamment cette jeune fille qu'on salue parce qu'elle est vraiment formidable, j'ai eu beaucoup de retours, je sais que les familles l'aiment beaucoup. Bon voilà, elle a un contrat à l'année, mais c'est un contrat contractuel justement pendant l'année scolaire, que de quelques heures entre midi et 2. Et donc évidemment elle ne figurait pas, il n'y avait pas une ligne sur ce poste-là. On a eu le même problème avec notamment une de nos agentes qui était absente, comme elle est ATSEM à l'école, bon. A priori, ça peut continuer sans elle, sauf pour le midi et 2, puisqu'elle était aussi commise à la cantine. Et on a pu, heureusement, et on salue aussi cette cambaise qu'on a pu embaucher aussi sur ces toutes petites heures. C'est quand même des contrats pas simples, hein, c'est très précaire. Et on a de la chance d'avoir des personnes comme ça à disponibilité, mais même souci, la ligne n'existait pas, donc voilà, difficulté aussi. Ce qui fait que si la mairie a le pouvoir de ressources humaines, de faire les entretiens et d'engager ces personnes, c'est pas nous qui les payons directement, mais le Trésor public. Et sans cette ligne-là, le Trésor public bloque les paiements. Donc déjà que c'est un emploi précaire, déjà que le statut de contractuel est un emploi précaire, et Dieu sait si je me bats pour ce statut-là aussi à titre personnel, mais si en plus les salaires sont bloqués, ça devient problématique. D'où l'inscription de ces lignes-là pour éviter les blocages sur les embauches futures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce sujet ? Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont d'annuler et arrêter par la présente délibération les délibérations suivantes. La délibération numéro 118 du 20 octobre 2021 actant pour la première fois sur la commune de Cambles l'avènement d'une délibération répertoriant les postes existants et leurs caractéristiques principales. La délibération numéro 2023-186 du 27 septembre 2023 actant la dernière mise à jour du tableau des effectifs de la commune, d'acter par la présente délibération la création des postes précédemment présentés dans la note de synthèse avec leurs caractéristiques spécifiques et d'autoriser Madame la maire à signer l'ensemble des actes afférents ainsi que l'ensemble des avenants éventuels afférents. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Bien, c'est donc une affaire adoptée à l'unanimité. Merci à tous. On passe à l'affaire numéro 4, qui est donc l'autorisation de signature de la convention avec le département sur la délégation de maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation d'un giratoire sur la RD 10 au niveau de la place Sadi Carnot et de la demande de prise en charge des frais afférents à la couche de roulement. Monsieur Stéphane Deneux. Alors, pour ceux qui étaient là au dernier conseil, et ceux qui étaient là, j'avais déjà présenté ce projet pour le 12, lors d'un conseil express pour des subventions à la DETR et à l'ISL. Donc là, on va demander une convention avec le département. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la route départementale et ses accotements qui traversent le centre-bourg appartiennent au département. En revanche, étant en zone agglomération, la compétence de police de la circulation incombe au maire. Et par conséquent, en application du règlement de voirie départementale, les aménagements de police sont à la charge et aux frais de la commune.
Donc ce projet, il n'est pas d'hier, il est de 2018, c'est sur la mandature de notre ancien maire, avait déjà reçu la validation des services routiers du département Serre-des-Créons ainsi que des bâtiments de France. Donc au regard de ces éléments, il nous a semblé judicieux de reprendre ce projet et l'opérateur ayant déjà réalisé, celui-ci a légèrement remis au goût du jour ce qui avait déjà été prévu. Donc l'opération consiste à recalibrer la voirie au niveau de l'intersection au travers d'un gératoire. Le but, c'est de forcer les automobilistes de la RD10 de réduire leur vitesse, de permettre aux automobilistes qui cherchent à se garer autour de la place de le faire sans mise en danger. Les accotements sont retravaillés en vue de sécuriser les piétons qui empruntent et de créer des espaces de stationnement faciles d'accès sécurisé. Donc juridiquement, bien qu'en zone agglomération sous compétence de police, de circulation du maire, cet espace routier appartient au département. De ce fait, cette personne publique doit légalement autoriser les travaux sous maîtrise d'ouvrage communale. Pour ce faire, il convient de formaliser cet accord par une convention, mais également de demander au département en tant que propriétaire de prendre en charge une partie des frais, notamment sur afférent à la couche de roulement. Ce que j'espère qu'ils vont accepter. Oui, vu l'état des finances en ce moment. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On a bon espoir. Mais oui. On va tout essayer. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Non? Très bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont donc de valider le contenu de la convention proposée par le département dans le cadre des travaux d'aménagement d'un giratoire sur la RD10 au niveau du croisement de la place Sadi Carnot sous maîtrise d'ouvrage communal, de valider l'opportunité de conventionner en ce sens avec le département, de valider la sollicitation du département en vue de que ce dernier, on a peut-être mis trop de propositions, prenne en charge l'intégralité des frais afférents à la couche de roulement et valider l'opportunité de conventionner en ce sens avec le département. Et donc ainsi d'autoriser Madame la maire à procéder à la signature des conventions mentionnées ainsi que des actes juridiques et financiers qui en découlent. Qui s'abstient? Pour Christophe. Pour Christophe Trottin. Qui est contre? Et qui est pour? Et bien ce sera donc à la majorité. Affaire numéro 5. Autorisation de signature d'une convention avec la commune de Villeneuve-d'Ornon pour la mise à disposition de sa piscine municipale. Notre déléguée aux affaires scolaires a tellement envie d'en parler. Sonia Guillaume. Donc du coup, la commune de Villeneuve-d'Ornon dispose d'une piscine municipale que nous n'avons malheureusement pas. A priori, on ne pourra pas la mettre. Non, mais donc c'est pas grave. La commune par contre de Villeneuve nous propose de mettre à disposition, donc on l'utilise déjà depuis 2021, de signer un partenariat avec elle pour l'utilisation de cette piscine municipale pour nos petits écoliers. Donc depuis 2021, on a déjà un partenariat avec elle pour les classes de CP et de CM2. Donc là, le principe est simplement de renouveler ce partenariat. Donc ce service est offert par la commune aux enfants scolarisés dans notre école. Le prix est de 6,08 € par séance et par enfant. Donc ce qui représente à peu près 2640 € dans le budget. Voilà. C'est-à-dire, là, ça a été pris c'est le 2021, en 2021. pour exemple. Oui, Ouais, je pense que les légères augmentations Voilà, ça peut augmenter. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur nos enfants qui vont à la piscine? Non, je trouve que c'est un super service parce qu'il y a plein d'enfants, effectivement. Puis c'est cher les cours de natation. Donc c'est vrai que c'est vraiment un super service. Il y a peu d'écoles qui le proposent et je trouve que c'est à saluer aussi C'est vrai. au niveau de la municipalité. Comme on l'a mis sur nos... Merci, Vanessa, c'est vrai. Et on l'a mis sur la note de synthèse sur le fait que cette action s'insère donc dans la politique publique de prévention des risques. Et voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur cette affaire? Bien, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de conventionner avec la commune de Villeneuve-d'Ornon
dans le cadre de la mise à disposition de sa piscine municipale au profit des écoliers Cambrai dans les conditions prévues au travers de la convention spécifique annexée, de circonscrire le périmètre du partenariat au public scolaire primaire, d'acter le montant de la contribution à 6,08 € par séance et par enfant, et d'autoriser Madame la maire à signer la présente convention, ainsi que de procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait. Les enfants et leurs parents vous remercient. Donc, à l'unanimité, cette délibération est approuvée. Parfait. Eh bien, il est 20h06. Nous allons clore cette séance du conseil municipal, qui fut dense et importante. Nous allons pouvoir écouter notre public, qui est venu aussi en nombre, et on le remercie.